Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Oh, c'est pas vrai! Peu importe si vous étiez né ou pas en 98, vous avez forcément déjà vu ces images. La France est championne du monde pour la première fois de son histoire. Première fois vous dites? Pas sûr. Et si je vous disais que la France avait déjà été championne du monde 20 ans auparavant? Et si je vous disais que la compétition s'était déroulée dans des conditions dantesques? Et si je vous disais que cette équipe était exclusivement composée de femmes? Salut à tous, je m'appelle Alex et aujourd'hui laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire du football féminin, mais surtout de la première équipe de France championne du monde. Et notre histoire commence à Reims, en 1968. Pierre Geoffroy, journaliste sportif à l'Union, un journal local, est l'organisateur de la kermesse annuelle. Il cherche une idée originale pour attirer du monde. 2 ans auparavant, il avait fait venir un duo de comiques, Dupont et Pondu. Et l'année précédente, il avait organisé un combat de catch de Lilliputien. Alors, en cette année 68, pourquoi ne pas être encore plus original et organiser un match de football féminin? C'est pas mal ça. Pour la kermesse, on va faire ça? À la rédaction du journal, on est plutôt mitigé. Mais après tout, c'est folklorique. Alors, pourquoi pas? Une annonce est donc passée dans le journal pour recruter de jeunes femmes qui constitueront la première équipe féminine de Reims. Voilà, c'est comme ça que commence le football féminin en France. Par une kermesse. Au même titre que Dupont et Pondu et les nains qui font du catch. Enfin, pas tout à fait. En réalité, le football féminin en France remonte à bien plus longtemps. Et même si c'est compliqué de dater exactement son apparition, on sait que cela commence pendant la Première Guerre mondiale. Les hommes étant au front, les femmes étaient encouragées à se consacrer à la pratique sportive. Plusieurs associations se créent alors en France et des compétitions sont même organisées au début des années 20. On retrouve même une trace d'un match de football opposant la France à l'Angleterre qui était déjà bien plus avancé que nous. Mais la guerre étant terminée et les hommes rentrés à la maison, les équipes féminines disparurent petit à petit, laissant le football masculin reprendre ses droits. Durant la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy interdit même la pratique du football aux femmes, jugeant ce sport trop violent pour elles. C'est donc au milieu des années 60 que de nouvelles équipes refleurissent en métropole. Donc, en 68, l'annonce apparaît dans le journal du football féminin à Reims. C'est le point de départ de notre histoire. Contre toute attente, l'annonce est un grand succès. Rapidement, des dizaines de femmes tentent leur chance, et 15 d'entre elles sont sélectionnées pour former l'équipe féminine de Reims. Le temps d'une journée. Enfin, presque. En voyant l'engouement autour de cette proposition, le club officiel du stade de Reims, alors en 2ème division et en perte de vitesse, propose également de jouer un match de gala, en levée de rideau de la rencontre Reims-Valenciennes. C'est donc le 24 août 1968 que la sélection féminine rémoise, entraînée par Pierre Geoffroy et Richard Gault, dispute une rencontre de 60 minutes face au FC Schwytz-Strazen face à une équipe alsacienne devant plus de 6000 spectateurs. Première rencontre et première victoire sur un magnifique doublé de Liliane Roth-Laval et un but de Michel Darbre. Le lendemain a lieu, comme prévu, une nouvelle rencontre entre ces deux équipes. Cette fois, pour la kermesse de l'Union Sport. Nouvelle rencontre et nouvelle victoire des Rémoises, 2-1 devant plus de 2000 spectateurs. L'histoire aurait pu donc s'arrêter là. La mission est largement réussie pour Pierre Geoffroy, le public a eu son folklore et les filles sont contentes. Voire même un peu trop contentes en fait. Devant le succès de ces deux matchs, les filles de Reims ne veulent plus s'arrêter de jouer au football. Elles vont alors créer le Football Club féminin de Reims. Michel Monnier, Ghislaine Royer-Souef, Michel Darbre, Liliane Roth-Laval, Marie-Claire Aran, Maryse Le Sieur, ce sont elles les pionnières du football féminin en France. Elles veulent jouer d'autres matchs? Ok. Mais contre qui? Dans la région, aucune autre femme ne joue au football. Basket, hand, athlétisme, ok, mais pas le foot. Elles vont donc prospecter autour d'elles pour encourager les femmes à la pratique du football. Et ça marche. En 1969, une compétition avec 13 équipes composée exclusivement de femmes est lancée par le Coq Sportif dans la région champenoise. C'est la première compétition de foot féminin en France depuis la Première Guerre mondiale. Et elle sera bien évidemment remportée par Reims. Devant un tel succès, l'équipe est intégrée officiellement au stade de Reims, et les filles ont désormais un nouveau surnom,
les Copettes, en hommage à Raymond Coppa. Cette histoire inspire de plus en plus de femmes. Des associations se montent et des équipes voient le jour un peu partout en France. Caluire, Nice, Joinville, Soyaux, Sainte-Foy-les-Lyons. Il faut dire aussi que Pierre Geoffroy est un excellent communicant. Il profite de sa place de journaliste à l'Union pour écrire un maximum d'articles à chaque fois que son équipe joue. On en arrive même à un stade où on parle plus souvent de l'équipe féminine de Reims que de l'équipe masculine. Il exagérait parce que on avait des qualités, mais on était loin d'être professionnels. On avait un article par semaine, quand on n'en avait pas plus. Mais comme Pierre Geoffroy est une grande gueule, ça passe. Bref, entre 68 et 70, toute la France est concernée par ce phénomène. Et c'est désormais clair pour tout le monde, les femmes aiment jouer au football. Nous allons venir au sport avec le football dans la mesure où, avec de nouvelles formules, il intéresse énormément les jeunes et en particulier les filles. À peine un an après sa création et au vu de ses premiers résultats, l'équipe de Reims est invitée à participer à sa première compétition internationale. On y retrouve une sélection de joueuses alsaciennes, les anglaises de Herne Bay et le Slavia Pramen Kaplis, championne de Bohême du Sud. Et c'est d'ailleurs face à cette dernière que les filles de Reims vont s'incliner pour la première fois. 10-0 on a pris. Bon, d'accord, on n'est pas encore des grandes vedettes, il va falloir travailler. Quand on monte un peu le niveau, c'est plus la même histoire. Les choses s'accélèrent en 1970, quand les Italiennes de l'AS Rome invitent les Rémoises à faire une tournée promotionnelle sur le continent américain. Pour la plupart des filles, c'est la première fois qu'elles prennent l'avion, voire même qu'elles sortent de la France tout court. C'est une chance énorme de voyager. Je me disais, c'est pas possible, je suis en Amérique. Plusieurs matchs se jouent à New York, Boston, Chicago et même à Montréal. Et à chaque fois, l'affiche est toujours la même. Rome contre Paris. Ouais, parce que pour représenter la France, Paris ça fait un peu plus rêver que Reims. Et ça marche. Au début, les spectateurs venaient pour la rigolade. Mais à force de multiplier les matchs, les tribunes se remplissaient. On a montré une image du foot tellement belle que le gouvernement américain a décidé de lancer dans toutes les écoles et universités le soccer féminin. Petit à petit, le public américain s'intéresse au soccer, sport très peu pratiqué à ce moment-là. Un sport qui sera rapidement estampillé comme féminin et qui se développera par la suite aux États-Unis. La légende raconte donc que ce sont ces filles-là qui ont servi de modèle aux joueuses américaines. Et ouais, sans Gigi, Michel et Maryse, il y aurait sûrement pas d'Alex Morgan ou de Megan Rapinoe. Bon, cette anecdote elle est peut-être un peu exagérée, mais j'avoue que j'aime bien l'idée. Au fur et à mesure que le football féminin se développe, les détracteurs aussi. Ouais, parce que voir des femmes être de plus en plus mises à l'honneur et s'épanouir, ça plaît pas à tout le monde. Et le sujet divise. On peut être pour ou contre le football féminin, c'est une question d'appréciation. J'estime que c'est pas un sport pour les femmes. Trop brutal, trop viril. Non, je pense pas, c'est pas un sport pour les filles, le foot, non. Et même en interne, cela ne fait pas l'unanimité. Surtout pour l'équipe masculine. Ouais, parce que eux, ils sont en deuxième division, ils ont plutôt de résultats. Et à côté, il y a une équipe de femmes qui fait la une des journaux locaux et va jouer à l'international. Et heureusement que Pierre Geoffroy insistait de fou avec ses articles, parce que dans les autres journaux, c'était pas la même histoire. Il est possible que certaines femmes jouent bien au football, mais sommes-nous sûrs que ces muscles des jambes sont bien ceux d'une femme? En fait, c'est assez édifiant, il y a juste à regarder les reportages TV de l'époque. Alors, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter les années 70. Vous pensez que c'est compatible de jouer au football et de garder sa féminité? Bien sûr, on n'a pas l'air féminine. Est-ce que c'est bon pour la ligne et la silhouette? Oui, oh oui. Ça fait maigrir. Oui, ça développe les muscles. Moi, ça fait 3 ans que j'en fais, j'ai pas maigri pour ça. Pierre Geoffroy, le football féminin n'est-il pas le refuge de joueuses androgynes? Ça tient plus du folklore que du sport, à mon avis. Le dimanche matin, quand votre femme part en entraînement, est-ce que vous n'auriez pas préféré qu'elle reste à s'occuper de votre intérieur? Bon, elle le fait le samedi. Alors que faire pour ne pas plaire, ne pas dire oui, laissons dire non, on nous prendra de toute façon pour des putains des mijaurés, ou des lesbiennes ou des tarés, c'est un problème sans solution tant que les hommes seront si bons. Le pire, et attention parce que je vais casser un mythe, c'est Thierry Roland. Thierry Roland, il voulait pas entendre parler du football et il était infect avec nous. Thierry Roland, paix à son âme, mais bon, il nous a cassés. Christine Paris se charge de nous parler de football féminin. Monsieur, fallait avoir du toupet. Je vous pose d'abord une question, êtes-vous pour ou contre? Nous sommes pour. Non. Moi je suis tout à fait contre. Vraiment le macho dans toute son horreur, quoi. Est-ce qu'on voit les douches? Non, on voit pas les douches. Donc j'ai fini par dire, moi c'est pour me faire interviewer comme ça et me faire rabaisser parce que je suis une femme qui joue au football, je ne continuerai pas cette interview. Oh Thierry, pas toi, pas maintenant.
pas après tout ce que tu as fait. En fait, c'est simple. Je sais pas ce qu'il avait Thierry Roland contre les femmes, hein, mais c'était le haineux de base. Dès qu'il en avait l'occasion, il tapait sur le football féminin. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Un jour, faudra d'ailleurs faire une vidéo sur Thierry Roland et toutes les dingueries qu'il a pu sortir en direct. Mais bon, c'est comme ça, faut faire avec. Après tout, si mesdames veulent jouer au football, on ne va pas les en empêcher. Je trouve pas ça tellement sport pour une femme, enfin qu'est-ce que vous voulez, puisque ces demoiselles veulent jouer, on va pas les empêcher. Malgré tout, les équipes féminines sont de plus en plus soudées, et il y a aussi de bonnes joueuses dans d'autres clubs. Les filles s'améliorent de jour en jour et participent à des tournois internationaux. Reims représente la France à l'étranger, et de temps en temps, on met sur pied une sorte de sélection des meilleures joueuses françaises. La prochaine bataille pour la reconnaissance peut donc commencer, et elle s'appelle l'équipe de France. Michel Meunier, vous êtes la capitaine de l'équipe de France. Depuis combien de temps jouez-vous au football? Depuis 3 ans, depuis que nous avons lancé le football féminin à partir de Reims, bien entendu. Les pays européens commencent à se structurer, à l'image de l'Italie qui crée la Fédération internationale et européenne de football féminin afin d'organiser la Coupe du Monde. Les représentants des clubs français se demandent si ce ne serait pas le bon moment pour créer l'équipe de France. Et pourquoi pas la Fédération française de football féminin, la Devant tant d'engouement, la FFF déjà en place prend peur. Et ça accélère les choses. Durant des semaines, il y aura des discussions entre les représentants du foot féminin, les joueuses et les membres de la fédération. Et encore une fois, c'est Pierre Geoffroy qui va faire bouger les choses. En 1970, la FFF reconnaît donc officiellement le football féminin. Une cinquantaine de clubs sont recensés, mais il faudra encore attendre 4 ans pour voir apparaître le premier championnat de France officiel. En fait, le but de la fédération, c'est pas de soutenir le football féminin, hein. Ça on s'en fiche un peu. Non, l'idée ici, c'est surtout de contrôler le mouvement. Les Italiens, ils disent, on va créer une fédération, ça va s'appeler la FIEF. On a dit, pourquoi pas, alors nous, on allait basculer avec eux dans cette nouvelle fédération. Et quand la fédération française a vu ça, elle a dit, ça va être des licences qui vont nous échapper, et c'est à ce moment-là qu'ils nous ont reconnus. Ce qui va surtout accélérer les choses, c'est la création de la première équipe de France. Et là, il y a une ambiguïté énorme, parce que personne s'était jamais posé la question de l'équipe de France en fait. Dans l'esprit de tout le monde, l'équipe de France, c'est l'équipe de Reims. Après tout, c'est elle qui représente la France à l'international. Alors, soit. Pierre Geoffroy est officiellement nommé sélectionneur de l'équipe de France, composée elle-même en grande majorité des joueuses du club de Reims. Les préparations, les entraînements, le regroupement des joueuses, tout se passe à Reims. Et le premier match officiel est joué le 17 avril 1971 contre les Pays-Bas. Une première rencontre qui se joue devant 1500 spectateurs et une première victoire en grande pompe, 4-0. On était sur un petit nuage. Jocelyne Ratigny avait marqué 3 buts alors qu'elle ne marquait pas souvent. Marie-Claire Harran avait marqué le dernier. On s'était baladé techniquement. Les Hollandaises avaient couru après le ballon. Et pour la petite anecdote, c'est ce match qui est reconnu par la FIFA comme étant la première rencontre internationale de football féminin. Et ça, c'est un peu la classe quand même. Mais le véritable événement de la journée se passe après la rencontre, quand Pierre Geoffroy annonce à ses joueuses qu'elles sont qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde. Revenons un tout petit peu en arrière. Un an avant. En Italie, la FIEF s'est structurée afin d'organiser la première Coupe du Monde féminine. Au départ, on retrouve de riches hommes d'affaires italiens, avec, entre autres, les dirigeants de la firme Martini et Rossi. Et ce sont eux qui financeront la première Copa del Mondo. L'idée est assez simple avec cette compétition, faire du pognon sur le dos des footballeuses. Voilà. 8 nations prennent part au tournoi, et c'est un succès commercial. 40 000 spectateurs sont présents dans le stade pour assister à la finale, que l'Italie perdra d'ailleurs, face au Danemark. Chais. Même si en apparence c'est un succès pour les organisateurs, les participants sont plutôt dégoûtés en fait. Tout le monde se rend vite compte que les tirages au sort étaient truqués, afin que l'Italie, pays hôte, puisse rencontrer en finale le Danemark, nation qui, à ce moment-là, était considérée comme la meilleure du monde. Et ça plaît pas du tout à la FIFA, qui s'empresse de faire un communiqué. Si vous consultez une liste des représentants féminins dans différents pays, vous réaliserez immédiatement qu'ils sont inconnus des cercles du football, mais qu'ils sont des managers et agents d'entreprise avec des capacités publicitaires, ou qu'ils essayent juste de faire de l'argent en exploitant comme un show le football pratiqué par des femmes. Alors, petite note personnelle, vous êtes grand prince la FIFA avec ce communiqué, et merci beaucoup d'ailleurs. Mais vous faites pareil en fait. Malgré le fiasco sportif de la Copa del Mundo et les avertissements de la FIFA, les businessmen transalpins décident quand même d'organiser une seconde édition, à peine un an plus tard. Délocalisé au Mexique et rebaptisé pour l'occasion Campeonato Mondial de Football Femenil, ou tout simplement Mondial, 6 nations prennent part à la compétition. Le Mexique, l'Italie, le Danemark, l'Argentine, l'Angleterre et nos Françaises, tout fraîchement qualifiées. Direction donc, le Mexique.
Enfin, suite au coup de pression énorme de la FIFA et de l'UEFA les interdisant d'envoyer leur sélection nationale au Mexique, Michel Cagnon, directeur de la FFF, va signer une lettre permettant de contourner tout ça. Compte tenu de l'attitude très réservée manifestée à plusieurs reprises par l'Union européenne de football vis-à-vis des compétitions qui échappent à son contrôle, la Fédération française de football donne son autorisation pour qu'elle participe à titre privé au premier championnat du monde féminin. Ce n'est donc officiellement plus la France qui participe au mondial, mais plutôt l'équipe de Reims, plus quelques joueuses venant d'un peu partout en France et qui souhaitent prendre part à la compétition. Ouais, c'est l'équipe de France quoi. Mais officieuse. Et en août 1971, les filles décollent pour le Mexique, dans des conditions royales. Là-bas, les organisateurs ont mis des petits plats dans les grands. Beaux hôtels, escortes policières, stades pleins à craquer, photographes en masse à l'aéroport. Bref, toutes les équipes féminines sont accueillies comme des stars. L'objectif est simple, pour Martini, communiquer à fond. On était des superstars dans le stade Aztec, là où a joué Platini, moi j'ai joué aussi. C'était plein. C'était inimaginable. Bref, c'est une expérience de fou pour les joueuses et pour le public. Je vais pas rentrer dans les détails de cette Coupe du Monde, hein, parce qu'elle mériterait une vidéo spéciale tellement il se passe des dingueries tous les jours. Il faut juste retenir deux choses. La première, c'est que la finale Danemark-Mexique détient encore à ce jour le record d'affluence pour un match de foot féminin. 110 000 spectateurs. Boum. La seconde, c'est que comme en Italie l'année précédente, il y a de grosses suspicions de corruption et de triche. Bref, encore une très mauvaise image renvoyée aux instances. Et nos françaises alors dans tout ça? Elles finissent 5ème sur 6. C'est pas ouf. Mais l'essentiel n'est pas là. En fait, la performance des Français dans cette compétition, on s'en fout un peu. La FFF ne voulait même pas participer à la base. Ça permet surtout aux joueuses de voyager à l'international, de découvrir le monde et surtout de profiter de la vie, putain. Malgré tout le fric que cette compétition rapporte, elles ne sont pas payées. Alors, autant profiter de leur séjour et de jouer au foot de temps en temps. Tenez, je vais vous dire à quel point la Fédé s'en fout. Connaissez-vous Monsieur Illy ? Non, évidemment, vous le connaissez pas. Aimé Illy, en 71, il est cadre de la Fédération française de football. Il est envoyé avec l'équipe de France au Mexique afin de superviser tout ce qui se passe. Et voilà, jamais personne n'a demandé aucun rapport ou même passé un coup de fil à ce mec. On ne m'a pas demandé de faire un rapport, on ne m'a rien demandé. Monsieur Illy a fini ses vacances, et il rentre au travail et puis c'est fini. Il est parti un mois en vacances au Mexique avec sa femme, et voilà. C'est tout. C'est vous dire le niveau de supervision de l'équipe, hein. Tout le monde s'en fout. Et en même temps, Pierre Geoffroy il s'occupe de tout. C'est l'entraîneur, le masseur, le médecin, le journaliste. Voilà, il fait tout le monde est content et la vie est belle. Et durant les années 70, l'équipe va partir en tournée partout dans le monde. Des fois sous les couleurs de l'équipe de France, des fois sous les couleurs du stade de Reims. De toute façon, c'est à peu près la même équipe. Et en fait, elles sont tellement demandées à l'international que c'est même souvent le bordel pour les filles d'avoir des congés. Le lendemain, il fallait aller au boulot. Moi, ma mère, le lendemain, m'a dit « T'oublieras pas de faire la vaisselle ». Tout leur temps libre est dédié au football. Il faut absolument trouver un moyen de se professionnaliser. Il ne leur manque donc qu'une seule chose, leur propre championnat. Jusqu'à maintenant, tout est considéré plus ou moins comme des matchs amicaux. Pas de salaire, pas de statut professionnel, juste des femmes qui jouent au foot pour s'amuser et amuser le public. Et de temps en temps rapporter de la thune à Martini quand même, faut pas déconner. La Fédé prend donc les choses en main et organise sur la saison 74-75 le premier championnat de France de football féminin. Officiel. 16 équipes prennent part à la compétition qui se déroule en deux parties. D'abord des phases de poule, puis des phases finales en match aller-retour, jusqu'à la grande finale. Et à la surprise générale, les matchs sont plutôt disputés. Chaque équipe a vraiment sa chance et la compétition. C'est faux. Reims écrase tout le monde. Vous savez quoi? Je vais juste vous lister les scores. Rouen-Reims 1-3, Reims-Saint-Maur 10-0, Reims-Fourmi 9-0, quart de finale Reims-Metz 2-1, 5-0, demi-finale Reims-Rouen 2-0, 2-1. C'est simple, des fois j'ai l'impression d'annoncer des scores de tennis. La finale se déroule au stade Auguste Delaune le 31 mai 1975, opposant l'équipe de Reims donc à Orléans. Ce match est le deuxième à être retransmis en direct à la télévision française. Alors vous me direz mais c'est quoi le premier? J'y viens. Le premier match de foot féminin retransmis en direct à la télévision française, c'est la demi-finale aller, Reims-Rouen, grâce à elle, Jane Birkin. Pierre Geoffroy a cherché pendant des semaines un moyen de médiatiser au mieux le championnat. Et quoi de mieux que d'inviter l'une des femmes les plus populaires à cette époque pour donner le coup d'envoi. Gainsbourg et Birkin, c'est le couple star médiatique. Et forcément, ça attire de fou les caméras et le public. Tout a commencé avec Jane Birkin. Elle a donné le coup d'envoi de ce match Reims-Rouen au féminin. Et elle s'est laissée aller à quelques confidences. Je trouve ça marrant. J'ai vu la lutte, mais j'ai jamais vu football. Très sexy. Vous avez joué au football? Football, cricket. Tout ce qui joue les garçons en Angleterre, on joue aussi les filles. C'est donc sous le feu des projecteurs que Reims remporte son premier titre de champion de France. Victoire sans appel,
5-0. Pendant les 8 premières années du championnat de France, Reims c'est 8 finales jouées et 5 titres de champion glanés. Et forcément, un palmarès comme celui-ci, ça attire du monde. C'est the place to be pour les footballeuses. Tout le monde veut jouer pour l'équipe de Reims, et par extension, pour l'équipe de France. Michelle Wolf, Nicole Abar ou même l'Irlandaise Anne O'Brien, ces noms ne vous parlent peut-être pas, et pourtant ce sont des recrues phares pour renforcer l'effectif du club. Et une grosse question se pose, comment faire venir des recrues sans argent, en leur proposant du travail? C'est là où Pierre Geoffroy est malin. Il passe un deal avec une entreprise de textile locale, Marie Bonheur. D'un côté, l'entreprise embauche de nouvelles recrues rémoises, et de l'autre, elle devient sponsor officiel de toutes les équipes du championnat de France. Ça témoigne du désintérêt total de la Fédé pour le championnat féminin. Après tout, les femmes jouent au football, pourquoi pas? Mais de là à les payer, à les aider à se structurer correctement, faut pas déconner quand même. Bref. Mais bon, peu à peu tout ça se structure et c'est de plus en plus concret en France. On est alors à l'aube de l'année 1978, année d'une nouvelle Coupe du Monde. De l'autre côté du globe, en Asie, les choses aussi se structurent petit à petit. Bien que de nombreuses associations essayent de développer le football féminin sur le continent, il n'y a à chaque fois aucun soutien de la part de la FIFA. Sauf une. L'Asian Ladies Football Confédération. Créée en 68, la LFC est gérée par des femmes de haut rang, souvent de la famille proche des dirigeants du football masculin. Au bout de quelques années, la confédération regroupe déjà 11 associations membres, dont le Japon, l'Inde, l'Australie ou encore Taïwan et Hong Kong. Et c'est d'ailleurs à Hong Kong en 1975 que la LFC organise le premier championnat féminin d'Asie des Nations. C'est la Nouvelle-Zélande qui remportera ce premier titre, dans une finale regroupant près de 12 000 spectateurs au Hong Kong Stadium et même diffusée à la télévision. Face à ce succès, la LFC rentre en contact avec la FIFA pour organiser la prochaine Coupe du Monde féminine. Proposition que la FIFA refuse. Encore et toujours. Mais la fédération chinoise n'a pas dit son dernier mot. Ils ont une petite idée en tête. Il faut savoir que la FIFA ne peut pas empêcher qu'une fédération organise son propre tournoi privé. La seule règle, c'est que cela ne porte pas l'appellation World Cup. Bienvenue alors pour la première édition du World's Women Football Invitational Tournament, la Coupe du Monde de Taïwan, 1978. Les nations sont invitées par la fédération chinoise à participer à la compétition qui se déroule à Taipei en octobre 1978. Les organisateurs prennent en charge absolument toutes les dépenses. Les joueuses ainsi que les staffs sont logés dans des hôtels de luxe. On veut faire mieux que les Mexicains 7 ans plus tôt. Sauf que c'est pas si simple. La FIFA déconseille fortement aux nations de se rendre en Asie. Et vu les 2 fiascos du mondial en Italie et au Mexique, les fédérations européennes et américaines sont plutôt frileuses. Sauf que ce serait quand même dommage de rater une Coupe du Monde. Chaque nation décide alors d'envoyer un club à Taipei pour représenter son pays. Et pour la France, c'est tout trouvé. C'est Reims qui est sélectionné. Donc, une nouvelle fois, une nouvelle équipe de France officieuse, pour une nouvelle Coupe du Monde officieuse, tout va bien. 18 joueuses accompagnées de Pierre Geoffroy et de quelques membres du staff décollent d'Orly pour un voyage en avion de 3 jours. L'avion ayant dû faire une escale absolument pas prévue à Bahreïn pendant 48 heures, le groupe se retrouve sous escorte militaire. À noter que ce sera le cas tout le long du séjour à Taipei. Profitons donc de cette pause pour que je vous présente la compétition. 13 nations y prennent part, certaines représentées par leurs équipes nationales officielles et d'autres, comme vous l'aurez compris, par un club du pays. Les 13 équipes sont réparties dans 3 poules. Chaque équipe affronte chaque adversaire de sa poule et les 2 premières participent à la phase finale. Commence alors une seconde compétition. Les 6 équipes qualifiées s'affrontent et cela permet d'établir un nouveau classement. À une exception près, les équipes s'étant déjà rencontrées lors des phases de poule ne rejouent pas un second match. En cas d'égalité parfaite au classement final, on garde leur premier résultat pour les départager. Et ça, c'est une règle très importante pour la suite, mais on y reviendra. Et c'est donc après une escale interminable à Bahreïn que les filles arrivent in extremis le 9 octobre pour jouer leur premier match. Ou pas du coup. Nouveau rebondissement. Alors que la compétition n'a pas encore commencé, le typhon Aura s'abat sur toute l'île de Taïwan, empêchant quiconque de jouer au football. Les conditions climatiques étaient dantesques et rendaient le jeu difficile pour nous qui étions une équipe plutôt technique. Les terrains ont dû être raclés par des militaires et l'eau était évacuée du stade à l'aide de seaux. Les pluies étaient diluviennes et il y avait bien 50 cm d'eau dans la ville. Le typhon a provoqué un véritable déluge. Le début de la compétition est donc repoussé de quelques jours. Tous les matchs ont lieu au Changchang Soccer Stadium de Taipei, et vu toute la pluie qui vient de tomber, il n'y a plus de pelouse. On joue littéralement sur de la terre. Mais au moins,
on joue. Les Françaises affrontent donc la Thaïlande le 14 octobre pour le premier match, et comme à leur habitude, elles les démontent. 6-0. 2 jours plus tard, le 16 octobre à 13h, elles affrontent les Anglaises de Northwood. Nouveau match et nouvelle victoire 4-1 sans forcer. Tout le monde rentre à l'hôtel pour se reposer, il est temps de faire un peu de tourisme. Mais la compétition ayant pris pas mal de retard, il faut jouer un second match, le même jour, à 19h. C'est donc reparti pour un tour contre les Canadiennes de Vancouver, cette fois-ci victoire 4-0, mission accomplie, tout le monde rentre à l'hôtel pour se reposer et préparer le prochain match. Et non, parce que dès le lendemain, les Rémoises jouent contre les Finlandaises d'Helsinki. Les deux équipes sont épuisées par le rythme et se quittent sur le score flamboyant de 0-0. Un résultat qui arrange tout le monde, puisque les deux équipes sont déjà qualifiées pour le tour suivant. Vous vous souvenez quand je vous disais que les filles faisaient du tourisme au Mexique ? Bah là c'est exactement l'inverse. Elles n'ont pas le temps de profiter du tout. Et ça va pas s'arranger, hein, parce que pour la phase finale, elles vont devoir jouer un match par jour. Alors c'est parti. 18 octobre, victoire contre les Suisses 1-0. 19 octobre, victoire contre les Suédoises 5-0. 20 octobre, match nul contre les Américaines 0-0. Et enfin le 21 octobre, match nul et vierge contre la sélection du Taipei chinois. Tout le monde s'accorde à dire que le rythme était insoutenable. Les Françaises ont joué 8 matchs en 8 jours, sur une pelouse où il n'y a pas de pelouse en fait. Et le tout après être arrivé 48 heures en retard et être sous escorte militaire pendant tout le séjour. On a connu mieux comme condition quoi. Alors, au final, c'est quoi le classement de cette compétition? À la 6ème place, la Suède, 2 matchs nuls et 3 défaites, 3 buts marqués, 15 encaissés. 5ème place, la Suisse, 2 matchs nuls, 3 défaites également, 4 buts marqués, 7 encaissés. 4ème, les USA, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 6 buts marqués, 5 encaissés. 3ème, les hôtes de la compétition, même résultat que les USA, mais à un petit but encaissé en moins. Vous vous en doutez donc, à la seconde place on retrouve... personne. Comment ça, personne? La France et la Finlande ont toutes deux gagné 6 matchs et fait 3 matchs nuls. 6 buts marqués pour chacune des équipes et aucun but encaissé. Égalité parfaite. Alors, que dit le règlement dans ce cas-là? Eh ben, on regarde leur première confrontation. 0-0. Alors, que donne le goal average dans ce cas-là? En comptant tous les matchs depuis le début de la compétition, 14-1 pour Reims, 13-0 pour Helsinki. 13 buts d'écart pour les deux équipes. Aucune règle n'a été imaginée en cas d'égalité parfaite sur toute la compétition. Personne n'avait prévu ce scénario. Les organisateurs en ont ras-le-bol. Entre les soucis d'organisation, les intempéries et maintenant ça, tout le monde est fatigué. Alors pour cette Coupe du Monde 78 à Taïwan, il y aura pour la première et dernière fois de l'histoire 2 équipes championnes du monde. Au classement général final, Reims se trouvait à égalité complète avec Helsinki. Seul le goal average des matchs de qualification aurait pu faire pencher la balance en faveur des Françaises en tenant compte de la meilleure attaque. Mais le tournoi mondial ayant été tellement pénible, les organisateurs ont préféré déclarer 2 vainqueurs ex-aequo. C'est ainsi que les deux équipes firent main dans la main un tour d'honneur triomphal. C'est ça le foot qu'on aime, la fête, le fair play, et à la fin tout le monde gagne. En plus du titre, l'équipe glane tous les trophées individuels possibles. Meilleure gardienne pour Marie-Louise Butzig, meilleure défenseuse pour Renée Delahaye, meilleur milieu pour Véronique Roy, meilleure attaquante et meilleure buteuse pour Christine Charot, qui sera surnommée par l'équipe le général Charot. Christine Charot qui inspirera d'ailleurs quelques décennies plus tard Niska et sa célèbre chanson Matuidi Charot. Si, j'ai vérifié, c'est bien ça. Une incroyable épopée qui fera la une des JT de l'époque. C'est à partir de là que le football féminin en France se développe et devient professionnel. Non, c'est faux évidemment. Nos Françaises rentrent chez elles dans l'anonymat le plus total. À part Pierre Geoffroy qui rédige quelques articles sur son équipe, personne ne parle de cette incroyable compétition. Je vais même vous dire mieux, hein. La Fédé en a marre de l'hégémonie rémoise. Et en guise de remerciement, Pierre Geoffroy est écarté de l'équipe de France au profit de Francis Cochet. Quand Francis Cochet entraîne les filles, il pense aux enfants qu'elles auront plus tard. C'est assez surprenant. La femme peut jouer un rôle dans la vie familiale, c'est-à-dire que nos milliers de petits gosses qui pratiquent, ils le pratiquent souvent grâce à la femme. Si la femme a fait une approche pratique de la pratique du jeu dans sa jeunesse, elle sera plus confiante pour envoyer ces garçons, ces petits garçons et ces petites filles vers le stade. Voilà, malgré cette incroyable aventure, malheureusement il n'y a pas grand-chose qui change. Les femmes jouent au foot, ok, on accepte. Tant qu'elles mettent au monde une génération de garçons qui, plus tard, pourra enfin gagner la vraie Coupe du Monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin le plus tard possible, mais on peut.
Il faudra encore plusieurs décennies et de fortes personnalités pour que le football féminin soit pris au sérieux. Je pense à Marinette Pichon, considérée comme la première star française du football féminin. Et puis plus récemment, Louis Nicolin et Jean-Michel Aulas, qui ont créé des sections féminines fortes dans leur club. On peut aussi citer Aimée Jacquet, qui a fait en sorte que des joueuses de l'équipe de France soient logées à Clairefontaine au même titre que les hommes lors de rassemblements nationaux. Bref, aujourd'hui ça va mieux, même si c'est évidemment incomparable avec le football masculin. Mais là c'est pareil, il faudrait consacrer une vidéo entière tellement le sujet est vaste. Côté rémoise, elles vont remporter 5 titres de champion de France entre 74 et 82, mais vont vite être en déclin par la suite. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le stade de Reims est mort. En fin de matinée, le tribunal de grande instance de Reims a décidé sa liquidation judiciaire. La section féminine dépose le bilan dans les années 90, et il faudra attendre 2014 pour qu'une nouvelle équipe soit créée. Pierre Geoffroy décède en 1994 des suites d'une maladie. Au total, il aura coaché 18 matchs officiels de l'équipe de France, tous considérés comme amicaux. J'ai mis presque 1 an à réaliser cette vidéo. Je pensais avoir affaire à un sujet simple, mais plus j'avançais et plus je découvrais de nouvelles pépites à raconter. J'ai découvert cette histoire en allant voir une pièce de théâtre féminine mise en scène par Pauline Bureau. Et si vous avez l'occasion de voir cette pièce, c'est vraiment cool. Puis il y a aussi le film Comme des garçons, qui raconte une histoire très inspirée de celle-ci. En faisant mes recherches, j'ai découvert le travail colossal réalisé par des journalistes ou des passionnés autour de cette histoire. Yvonne de Beaumarchais, qui a réalisé Les filles du stade, un documentaire qui m'a vraiment aidé et qui aborde un sujet sous un angle un peu plus féministe. Également l'énorme travail de Céline Souef, qui a archivé et mis en ligne des tonnes de documents sur l'équipe de Reims. Thibaut Rabeux, qui a écrit Football féminin, les Coupes du Monde officieuses. Vraiment, il y a plein d'histoires énormes à l'intérieur. Évidemment, le mondial au Mexique, en 71, la Coupe du Monde de 78 également, mais aussi plein d'autres compétitions que je vais pas vous raconter aujourd'hui, comme la Coupe du Monde 84 par exemple. Il y a forcément plein de sujets que j'ai laissés de côté ou que j'ai survolés, parce que sinon on aurait une vidéo qui durerait 2 heures. Donc si vous voulez aller beaucoup plus loin sur cette histoire, je vous ai mis toutes les sources que j'ai utilisées en description. Il y en a beaucoup, vous allez avoir pas mal de lectures. Pour finir, il me paraissait important de citer les noms des véritables héroïnes de cette histoire. Budzig, Vatin, Delahaye, Basselet, Dormois, Thomas, Plantagenet, Royer, Souef, Villarigno, Batteux, Abar, Moine, Pigeon, Roy, Charot, Musset, Binard et Hurier-Brassard. Sans oublier celles qui étaient là à l'origine. Liliane Roth-Laval, Marie-Claire Harran, Maryse Le Sieur, Michel Darbre, Michel Monnier et toutes ces femmes qui un jour ont osé chausser les crampons et taper dans un ballon. Ce sont elles qui ont écrit l'incroyable histoire du football féminin et surtout de la première équipe de France, championne du monde.